Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. À travers les ponts, on coupe bien sûr le ravitaillement et Kiev a revu sa méthode pour en faire une cible prioritaire. Oui, l'Ukraine qui confirme sa stratégie pour détruire les ponts occupés par des Russes en Crimée. C'est Mikhailo Podolyak, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui l'annonçait ce matin sur notre antenne. Écoutez. Завозити туди резерви, знищити склади, стратегічні, ще раз підкреслюю, там стратегія достатньо проста. Треба розірвати відсутній міст, який юридично не існує, це Кримський так званий міст, розірвати, взяти під вогневий контроль. Mikhailo Podolyak qui évoque 2 ponts, mais en réalité, ce sont 3 ponts qui sont dans le viseur de Kiev. Regardez, ils sont là, ces 3 ponts, avec tout d'abord les ponts de Tchonar et de Henichesk, qui relient la Crimée à l'oblast de Kherson. Et puis plus à l'est, le pont de Kerch, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Alors regardez sur ces images, on note que Kiev en a fait une cible prioritaire de ces ponts. Dernière frappe en date, il y a un peu plus de 48 heures, avec des dégâts causés sur les plateformes, partiellement détruites par des tirs de missiles ukrainiens. Et puis l'autre pont, eh bien, c'est celui du détroit de Kerch, à l'est de la Crimée, cible assumée des Ukrainiens. La dernière frappe en date s'est déroulée le 17 juillet dernier. Frappe qui avait entraîné l'effondrement d'une section du pont ainsi que l'interruption de la circulation. Une stratégie d'isolement considérée comme efficace par les spécialistes militaires. Écoutez l'analyse de l'expert aérodéfense Xavier Titelman. Ils ont réussi à couper la totalité des ponts ferroviaires qui pouvaient arriver de Crimée et également ceux qui pouvaient venir de l'Est, notamment par le Donbass. Et donc ce front sud autour de la zone de Zaporijia, aujourd'hui, il est en train d'être asséché par les Ukrainiens et c'est pour ça qu'ils continuent à taper sur les ponts et sur les moyens logistiques. En tout cas, ça a une conséquence, Christophe, c'est qu'à chaque fois qu'un pont est endommagé, eh bien, l'armée russe doit trouver d'autres axes logistiques. Oui, effectivement, le temps d'effectuer des réparations sur ces ponts endommagés, l'acheminement de matériel s'effectue des Russes, se fait désormais plus à l'ouest, donc sur les points de passage, les points de contrôle d'Armiansk et de Krasno-Perekopsk, un long détour de près de 80 km par la voie routière, plus à l'ouest. L'autre solution de Moscou pour acheminer du matériel à ses troupes sur le front sud consiste à effectuer des livraisons via la mer d'Azov. Mais là, c'est un peu plus compliqué puisque en passant par cette mer d'Azov, l'opération est délicate. Elle nécessite le déploiement de gros navires de transport alors même que la profondeur des eaux ne s'y prête pas toujours, ce qui réjouit les militaires ukrainiens. Écoutez la porte-parole du commandement opérationnel ukrainien du Sud. Elle s'est exprimée à ce sujet. Voilà ce qu'elle dit. Là, cette logistique est compliquée par la particularité de la mer d'Azov elle-même, car elle n'est pas assez profonde pour le passage de navires puissants. Alors priver l'adversaire de ses capacités de renouvellement et de troupes et de matériel, c'est une stratégie qui ne peut se poursuivre qu'à une condition, selon le général Bernard Norlin. Il est interrogé par nos soins et cette condition, eh bien, c'est que les Occidentaux poursuivent leur livraison de missiles Scalp, mais aussi de Storm Shadow, nécessaires pour frapper ces ponts avec précision. Écoutez. Pour l'instant, on ne livre que des échantillons de systèmes d'armes et que c'est tout à fait insuffisant pour les Ukrainiens pour pouvoir mener une offensive vraiment de très grande portée. Maintenant qu'ils ont des armements qui sont adaptés aux frappes à plus longue distance, bien sûr que cette campagne va s'intensifier et bien sûr qu'elle va durer plusieurs mois encore, et même sans doute toute la durée de la guerre. Merci beaucoup Christophe pour ces précisions. Ce qui est intéressant, Jean-Luc Mercier, c'est qu'on revient aux missiles puissants comme les Scalp, les Storm Shadow, c'est-à-dire le même, pourquoi pas les Taurus, parce qu'un pont c'est vulnérable, mais c'est rapidement reconstruit, donc il faut faire de gros dégâts pour les couper. Pour casser un pont, vous avez 2 solutions, soit vous tapez le tablier depuis le haut, donc vous faites un trou, le tablier c'est la route ou le chemin de fer qui passe dessus, donc vous faites un trou dedans. Et bon, voilà, ça se répare, un trou. Soit, beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut casser les piliers du pont. Les piliers, c'est pas gros,
Ça demande des systèmes extrêmement précis, au mètre près, enfin même parfois à 50 cm près. Et donc effectivement, les missiles de croisière qu'on livre aux Ukrainiens sont évidemment capables de casser les tabliers, ça, il n'y a aucun doute. Les drones navals, puisque là on voit les images des dégâts sur le pont de Kerch. Les drones navals, eux, peuvent attaqués par un s'approcher drone des naval. tabliers, Ouais. mais il faut... Bon, voilà. Ça reste quand même... comment dire, casser un pont avec un missile, c'est pas un sport de masse, comme on dit. C'est quelque chose qui est réservé à des technologies et des savoir-faire extrêmement particuliers. Manifestement, ils y arrivent de temps en temps, pas toujours, mais c'est vrai que... Alors tactiquement, enfin militairement, c'est difficile à faire. Casser des ponts, c'est pas facile. Les reconstruire, c'est pas toujours facile non plus, mais c'est évidemment une question absolument stratégique, parce que si les Ukrainiens parvenaient à couper notamment le pont de Kerch, évidemment, ce serait une victoire stratégique absolument considérable pour l'Ukraine. Mais manifestement, pour l'instant, ils y parviennent en partie, à la fois sur une partie du pont et pendant une certaine durée avant que les Russes le construisent, mais ils n'ont pas réussi pour l'instant à le détruire totalement, comme les Russes avaient... enfin, je ne sais plus d'ailleurs si je vais dire une bêtise, il y avait les ponts sur le Dniepr, là, avaient vraiment été cassés, oui, définitivement. Alors le pont de Kerch, évidemment, je dis j'enfonce une porte ouverte, c'est à la fois stratégiquement et symboliquement le plus important pour les Ukrainiens, et c'est le cordon ombilical entre la Russie et la Crimée. C'est extrêmement important. Enfin, c'est un cordon. Enfin, je n'utiliserai pas ce terme parce que, comme on a bien vu, en termes de ravitaillement, en tout cas militaire, ce cordon est bien fragile. En effet, il faut se rappeler que, enfin, ce pont de Kerch, il est absolument stratégique pour les Russes de tous les points de vue. C'est l'existence de ce pont qui a permis non seulement le ravitaillement de l'armée russe dans le sud de l'Ukraine occupée, mais c'est même l'existence de ce pont qui a permis quand même une colonisation galopante de la péninsule de Crimée, qui a permis d'inviter et d'amener des centaines de milliers de Russes, de citoyens de la Fédération des Russie, pour les touristes inviter aussi, en période estivale. Et les installer en Crimée. Il faut comprendre que la Crimée, de tout temps, a été dépendante du continent, de l'Ukraine, et donc la Crimée a toujours formé un complexe économique et politique avec le sud de l'Ukraine, pour des raisons absolument évidentes. Au cours du XXe siècle, la Crimée dépendait toujours de l'Ukraine pour quasiment tout, que ce soit l'eau potable, l'énergie ou tout simplement l'alimentation. Après l'occupation en 2014, la Fédération des Russies avait beaucoup de mal avec l'occupation, justement parce que pendant quelques années, la Crimée n'avait même pas assez d'électricité, pas assez d'eau potable, enfin l'eau potable c'est autre chose, pas assez d'électricité ni même de produits alimentaires. Donc il y avait des prix très élevés sur la péninsule par exemple, et des blackouts absolument réguliers pendant quelques années, jusqu'à ce que ce pont soit construit, parce qu'il sert réellement, comme vous avez dit, d'une sorte de gage d'une occupation réussie pour la Fédération de Russie de la péninsule de Crimée. Malheureusement, cela concerne également les bases militaires qui ont été développées ces dernières années, comme l'arrière-base pour la future invasion de l'Ukraine de 2022. Et aujourd'hui, la Crimée a cette importance militaire stratégique de servir d'arrière-base. Base arrière, oui. Base arrière pour l'armée russe, et couper la Crimée du sud de l'Ukraine aujourd'hui aurait une très grande importance, parce que ça ne laisserait aux Russes qu'une seule voie terrestre par le sud de l'Ukraine en passant par Mariupol. Toute cette route-là peut être atteinte par les missiles déjà à disposition des Ukrainiens, donc ça sera un tir au pigeon en gros si les Russes devaient
ravitailler leurs soldats dans le sud de l'Ukraine que par cette route-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les Ukrainiens visent, l'offensive ukrainienne vise le sud de la région de Zaporizhzhia. S'ils parviennent à prendre Tokmak, on va dire, à avancer vers Tokmak et avancer plus loin, ils peuvent aisément couper cette route, et aller vers la Crimée. Mais ce qui laissera, par exemple, les Russes, les soldats russes dans la région de Kherson, par exemple, complètement coupés des autres. Donc là, ça peut être une stratégie très intéressante. En tout cas, ça nous rappelle que récemment, on l'a bien vu, la Crimée est devenue, en tout cas sur les opérations en profondeur ukrainiennes, vraiment prioritaire. Pour le coup, symboliquement atteindre Moscou et puis se concentrer militairement sur la Crimée. Ce qui est normal, la Crimée, la guerre, elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, il faut le rappeler, donc avec l'annexion de la Crimée et l'arrivée des Russes dans le Donbass, qui ont changé la population dans l'oblast de Lugansk et de Donetsk. Donc c'est normal, donc tout le monde le dit, on le redit, ça a commencé par la Crimée, ça finira par la Crimée d'une façon ou d'une autre, mais imaginez donc ces petits hommes verts qui en 2014 débarquent sans un signe pour annexer cette partie du territoire ukrainien. Donc oui, c'est central. C'est une question d'honneur aussi pour l'Ukraine. C'est une question d'honneur, c'est une question de droit international. Et ça a commencé par la Crimée. Donc ça finira par la Crimée. Forcément. Philomène Romy. Oui, alors plusieurs choses. Il y a évidemment des enjeux stratégiques, certains, mais il y a aussi il y a beaucoup de symbolique avec le pont de Kerch que mentionnait Mariana, parce qu'on sait quand même que c'est le pont chéri de Vladimir Poutine. C'est l'investissement le plus important de la Russie depuis la chute de l'URSS. Ça leur a coûté 3,7 milliards de dollars. Et les Ukrainiens, d'ailleurs, ils ont déjà établi leur plan de route, leur feuille de route, en quelque sorte, lorsqu'ils vont récupérer l'Ukraine, s'ils récupèrent la Crimée, excusez-moi, s'ils récupèrent la Crimée. Et en number one, évidemment, dans ce plan de route, c'est détruire le pont de Kerch, si cher à Vladimir Poutine. Mais pour revenir sur la stratégie, l'aspect stratégique de frapper les points de ravitaillement, il faut rappeler que c'est déjà cette stratégie qu'ils ont utilisée l'année dernière, au mois d'octobre, pour récupérer la ville de Kherson. Et en ce moment, tous les blogueurs militaires sont en train de faire le parallèle et d'annoncer effectivement une opération d'envergure très prochainement. Le but aussi de ces ponts, de détruire ces ponts, c'est d'étouffer la Crimée pour la faire tomber du côté ukrainien. C'est un étouffement de la Crimée. C'est une stratégie extraordinaire qui à la fois empêche la logistique russe, mais aussi étouffe la Crimée pour que la Crimée retombe du côté de l'Ukraine. Donc vous nous dites que ça pourrait être le préambule à une action... j'imagine concentrée bien sûr sur la Crimée et prochaine. C'est en tout cas ce que rapportaient des analystes de l'Institut de l'étude de la guerre. Ma question est naïve, Jean-Dominique Merchet, enfin je vous la pose à tous. Est-ce que la Crimée peut tomber avant que ne soient reconquis les oblasts de l'Est Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, votre cœur ukrainien forcément parle aussi. Oui, non, mais tout à fait, ça peut être le cas. Et même, je pense que quelque part, les Ukrainiens doivent tenir cela en tête comme stratégie, parce qu'ils savent très bien qu'il peut y avoir des tentations des diplomates occidentaux qui, pour le coup, sont existantes. De sacrifier la Crimée au moment d'une négociation. De séparer les deux cas, comme si la Crimée, c'était autre chose que le Donbass ou d'autres oblasts occupés depuis le printemps 2022. Donc, les Ukrainiens, pour justement se prévenir de ce problème-là, peuvent aller dans un premier lieu en Crimée. Alors techniquement, est-ce que c'est possible ? Tout à fait. On a déjà parlé. On va vers le sud de la région de Zaporizhzhia. Ensuite, on coupe les soldats russes en les coupant à la fois de la Crimée, mais aussi de leurs camarades à l'est. Donc, en espérant, par exemple, qu'ils se rendent ou qu'ils essayent de fuir en leur faisant une sorte de couloir. On ouvre la région de Kherson et on peut rentrer absolument en Crimée. Il n'y a aucun problème. La seule chose que je voudrais dire,
sorte d'étouffer la Crimée. Non, je ne pense pas que l'Ukraine, elle pourrait, ou qu'elle voudrait étouffer la Crimée ou faire des opérations militairement, j'imagine. C'était pas étouffer le... Oui. Une chose est sûre, c'est qu'avec cette circulation altérée sur le pont de Kerch, c'est vrai que la Crimée aura, encore une fois, du mal à se ravitailler, par exemple, en produits alimentaires. Or, la Russie a augmenté la population de Crimée avec des dizaines, de centaines de milliers des citoyens russes amenés de la Fédération de Russie. Donc, une fois que cela devient insuffisant, par exemple, et à un moment donné... Une forme de pression. Voilà, c'est une forme de pression, mais il faut juste comprendre, il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il s'agit avant tout des familles des militaires, des fonctionnaires et des fonctionnaires travaillant pour toutes sortes d'administrations d'occupation en Crimée. Donc la Fédération de Russie, si elle le souhaite, elle n'aura aucun problème à enlever ces gens et à les ramener chez eux, comme elle a fait pour les ramener en Crimée. Bon. Un dernier mot là-dessus, oui. Non, mais ce que je trouve impressionnant, c'est à quel point la Crimée est redevenue au cœur, est revenue au centre depuis cette fameuse déclaration du général Zaloujny. C'était le 13 juillet dernier, je crois. Dès que j'en aurai d'état-major ukrainien. Exactement. Dès que j'en aurai les moyens, je frapperai en Crimée et personne ne pourra m'en empêcher. Et avant cela, et dès le 48 heures après, il y a la frappe sur le pont de Kerch. Et d'un coup d'un seul, la Crimée est redevenue au centre du débat, alors que depuis plusieurs mois, les Ukrainiens avaient presque un peu l'impression que c'était oublié, la Crimée. Oui. Oui, moi je suis totalement d'accord. Je pense que c'est l'objectif, pas unique, mais premier, prioritaire, politiquement et donc militairement, de l'Ukraine, c'est la Crimée, beaucoup plus que le Donbass. C'est tellement symbolique. Si les Ukrainiens reconquièrent l'Ukraine, c'est la victoire. Voilà, c'est la victoire. Même si le Donbass tombera. Même s'ils n'ont pas tout le Donbass. Même s'ils n'ont pas tout le Donbass. Il y a eu une peur, là je suis d'accord avec ce que vous disiez, il y a eu une peur, c'est que certains diplomates occidentaux fassent de la Crimée un problème à part. Et je pense que les Ukrainiens l'ont très bien compris. C'est pour ça aussi qu'ils insistent sur la Crimée, parce que je pense que certains diplomates étaient prêts à sacrifier la Crimée pour la paix en Ukraine. Entre il serait sans doute plus facile pour l'Ukraine d'abandonner une partie du Donbass que la Crimée. Oui. Et en effet, certains... Même si tout le monde le niera, disant mais non, on veut tout reconquérir. Si au final, il faut laisser une partie du Donbass aux Russes, ce sera beaucoup plus, acceptable que de laisser la Crimée, qui est... Alors, je crois que Mariana vous dira que rien n'est acceptable entre les... Non, alors il ne s'agit pas de mon opinion. Je rappelle tout simplement que l'Ukraine est une démocratie et je ne pense pas qu'il peut y avoir un pouvoir politique quelconque qui osera dire qu'on abandonne quoi que ce soit. Donc ça fermera l'action. Le faire sans le dire. C'est juste pour dire qu'on a l'impression, dans l'Occident, on découvre que finalement les Ukrainiens tiennent à la Crimée, mais en fait les Ukrainiens depuis 2014 n'ont cessé de dire, premièrement, l'importance stratégique de la Crimée pour la guerre de manière générale. Nous avons vu, si par exemple il y a eu ce blocus maritime instauré avant même l'invasion le 24 février 2014, à cause de la présence russe, c'est parce que la Crimée était occupée. C'est parce que la Crimée était occupée. Les Ukrainiens ont toujours dit, de 2014, ça a commencé en Crimée, ça se terminera en Crimée. La Crimée est vraiment une sorte de nœud extrêmement stratégique, important. C'est juste que on n'a jamais voulu entendre les Ukrainiens. Les Ukrainiens, depuis 2014, ils organisent des programmes, des rencontres, des conférences. Ils réfléchissent depuis 9 ans sur les stratégies de la réintégration de la Crimée. Tout est déjà prêt, non pas maintenant, mais tout a déjà été prêt il y a peut-être 1 an, voire 2 ans. On travaille sans cesse sur tous les aspects économiques, sociaux, politiques, des aspects des droits pour réintégrer la Crimée. Depuis 9 ans, tous les Ukrainiens le savent. Donc pour les Ukrainiens, il n'y a vraiment aucun doute.